Chers téléspectateurs, je vais vous présenter aujourd'hui un personnage bien oublié, mais qui n'en a pas moins profondément marqué son temps. Il s'agit de Jacques-Antoine de Guibert, qui fut un théoricien militaire de tout premier plan à la veille de la Révolution, mais qui n'en a pas moins été oublié par la suite, puisque dans une certaine mesure, c'est Bonaparte qui a mis en œuvre bon nombre de ses idées. En tout cas, on lui a parfois attribué à juste titre le surnom de Clausewitz français, et c'est donc ce personnage des Lumières que nous allons évoquer aujourd'hui. Personnage, encore une fois, tombé dans l'oubli. Il meurt en mai 1790, la tourmente révolutionnaire va venir ensuite. Il est enterré au cimetière Saint-Joseph de la paroisse Saint-Eustache, mais comme le cimetière est désaffecté peu après, il finit misérablement à la fosse commune quelques mois plus tard. Après quoi, l'oubli s'installe, mais on va cependant le redécouvrir, même si pendant longtemps sa mémoire est quelque peu oubliée. Il avait, dans une certaine mesure, été un précurseur sur le plan militaire, certainement, mais également sur le plan politique. Il avait dénoncé les abus et les privilèges comme étant l'une des raisons de la crise de l'Ancien Régime et avait parfaitement compris qu'il fallait, pour venir à bout justement de ces déséquilibres et surmonter cette crise, un pouvoir politique fort. Comme on le sait, ce n'était pas le cas dans les dernières années de l'Ancien Régime, à l'époque du règne de Louis XVI. On a constaté ensuite que finalement ce qu'il avait prévu, ce qu'il avait proposé, eh bien c'était Bonaparte qui l'avait en fait mise en œuvre. Que nous disait en effet Guibert? La théorie peut poser des principes là où il n'y en avait pas, mais c'est ensuite au génie d'en faire l'application. L'homme s'élèvera peut-être, qui s'emparera des opinions, des circonstances, de la fortune, et trouvera des principes accrédités, des esprits disposés, des matériaux préparés. Il sera l'architecte d'un grand édifice, et je serai assez fier de mon travail si l'on me reconnaît l'honneur d'avoir préparé cette entreprise. C'est tout un programme, 10 ans avant que Bonaparte ne s'installe à la tête de la France avec l'avènement du consulat. Alors, ce personnage va, je l'ai dit, être oublié. Le 19e siècle n'aime pas les officiers intellectuels. On se souvient du maréchal de Mac-Mahon sous le Second Empire, expliquant que tout officier qui aurait signé un livre verrait son avancement bloqué. Ce n'était pas le cas au XVIIIe. On se souvient par exemple du chevalier de Folard, de Guibert lui-même, qui ont été des pionniers en matière de réflexion militaire. Le 19e pense tout autrement. De plus, Larpe, qui était un écrivain contemporain de Guibert, lui a un petit peu savonné la planche, il faut le dire, car il était jaloux du succès rencontré par Guibert dans son éloge du maréchal de Catinat, celui qui avait été vainqueur des campagnes italiennes livrées à l'époque des guerres de Louis XIV. Et l'influence de la harpe a été considérable dans tout le premier 19e siècle. De ce fait, Guibert a été d'autant plus oublié. Beaucoup lui ont reproché aussi sa liaison avec Mademoiselle de Lespinasse, personnage d'envergure qui animait l'un des salons les plus brillants de Paris, qui était folle amoureuse de Guibert, qui entretint quelque temps une liaison avec elle, mais qui n'alla pas plus loin finalement. Et la pauvre Julie de Lespinasse s'en trouva fort mal et mourut prématurément. Et Guibert, de ce fait, vit sa réputation quelque peu entamée. Mais derrière ces images un peu réductrices et superficielles, qu'en est-il réellement de ce personnage? Il naît à Montauban en novembre 1743.
d'origine modeste, c'est intéressant de le souligner. Son bisaïeul et son trisaïeul étaient de simples cordonniers près de Rodez, dans le Rouergue. Son grand-père, en revanche, a été employé de la cour des aides de Montauban, en Languedoc. Son père, lui, était capitaine au régiment d'Auvergne. Alors c'est un capitaine qui est monté par les grades, comme on disait à l'époque. Il n'a pas acheté une compagnie ou un régiment comme cela pouvait se faire. Et c'est un capitaine qui va aller très loin, puisqu'il finira lieutenant général et gouverneur des Invalides. Ce qui est intéressant, avec même le titre de comte. Comte conféré par l'empereur d'Autriche, il était comte du Saint-Empire, titre dont héritera d'ailleurs Guibert, ce qui constitue, il faut bien le reconnaître, un modèle d'ascension sociale tout à fait extraordinaire et qui était plus fréquent qu'on ne le pense sous l'Ancien Régime. Alors, notre homme, lui, encore jeune enfant, va être éduqué essentiellement par son père, un père vertueux et éclairé, comme il nous dit, reprenant le vocabulaire cher aux hommes des Lumières. Dès 1756, il a 13 ans et il sert au régiment d'Auvergne. On commence le service très tôt à l'époque, régiment où son père est major à l'époque. Il a le titre de lieutenant, ça sera une expérience du monde militaire précieuse. Si l'on ajoute à cela les échanges entre son père, de Breuil, le comte de Saint-Germain, le marquis de Ségur, eh bien, Guibert sera tout à fait au contact des réflexions les plus nouvelles, les plus innovantes de son temps en ce domaine. Mais surtout, c'est un lecteur passionné. Il va se fabriquer une culture personnelle assez exceptionnelle et il éprouve une véritable passion pour l'histoire. Il est certes convaincu que pour changer les choses, il faut avoir aussi une familiarité avec les milieux dirigeant de son temps, c'est son cas, à travers les relations, à travers les liaisons de son père. Et c'est quelqu'un qui aura eu le souci de se former, d'apprendre en continu. Il est bien en cela un homme des Lumières. Lors de sa réception à l'Académie en 1786, Saint-Lambert louera son expérience qui résulte, dit-il, de l'emploi du temps, mais aussi de sa durée. Donc une formation qui a été construite sur le long terme et qui a fait de lui l'un des esprits les plus brillants, les plus éclairés de son temps. Il fait partie du monde intellectuel de son temps à travers sa liaison avec Julie de Lespinasse à partir de 1772. En effet, Julie de Lespinasse, c'est une jeune femme qui va ouvrir un salon très fréquenté, très brillant, où vont passer tous les esprits les plus intéressants du temps, vont passer aussi des hommes politiques, tout le courant réformateur qui s'impose autour de Turgot. Eh bien, la plupart des gens qui s'inscrivent dans ce courant sont passés par le salon de Julie de Lespinasse, qui est l'aîné de 12 ans de Guibert. Il séduira également, intellectuellement au moins, Madame de Staël, qui elle était sa cadette de 23 ans. La première disait de lui qu'il entretenait la passion à faire le bien. La deuxième parlait de son caractère fort, de son esprit impétueux, de sa disposition à la bienveillance. Mais en même temps, soulignait qu'il sous-estimait les envieux et les jaloux. En tout cas, il était animé par un mouvement perpétuel de l'esprit et attaché à l'innovation intellectuelle. Donc voilà pour le profil du personnage. Grimm disait également de lui qu'il disposait d'une capacité de travail tout à fait exceptionnelle, en même temps que la passion du service, la passion de se rendre utile à sa patrie. D'ailleurs, l'essai général de Tactique commence par un véritable hymne à la patrie, au sens où on l'entendait au XVIIIe siècle. Je l'ai dit, il a conscience de la nécessité
curiosité de connaître l'histoire, de la connaître très bien, de connaître les constitutions contemporaines des différents États, les organisations militaires des différents États. Hein. Tout cela, eh bien, c'est pour occuper une curiosité intellectuelle permanente. Hein. En plus, il refuse l'oisiveté, considéré bien sûr comme la mère de tous les vices. Il a le goût des voyages. Hein. Il circule beaucoup en France, notamment quand il sera inspecteur des Invalides, où il travaillera avec son père. Il a le souci du détail et précise que ce n'est pas contradictoire avec l'homme de génie. Hein. Donc, voilà en gros pour l'équation intellectuelle du personnage. Tout cela va se traduire en production littéraire, son éloge de Catinat, un éloge de Michel de l'Hôpital, le chancelier de Catherine de Médicis, un éloge de Frédéric II de Prusse, mais il sera aussi l'auteur de tragédies, hein, une tragédie consacrée au connétable de Bourbon, qui est en fait un éloge de Bayard, hein, et qui sera présenté à la cour en 1775, une tragédie également consacrée aux Gracques, les réformateurs malheureux de la République romaine. Alors, quelle a été sa carrière sur le plan strictement militaire? On l'a vu, il intègre à 13 ans le régiment d'Auvergne. Il va participer à partir de 1758 à la guerre de 7 ans. Il se distingue lors de la malheureuse bataille de Rosbach, où son père sera fait prisonnier et restera 18 mois prisonnier du roi de Prusse. Il sert à l'état-major du duc de Breuil. Il s'illustre au combat de Fellinghausen en prenant sur lui d'organiser le feu d'une batterie auprès de laquelle il avait été envoyé pour transmettre des ordres. Et puis une fois la guerre terminée en 1763, il se retire dans son domaine de Fontreuve près de Montauban, un domaine qu'il partageait bien sûr avec son père. Il se consacre désormais à l'étude. Hein. Il collabore avec son père aux ordonnances réformatrices de Choiseul pour transformer le système militaire français. Et puis en 1769, nouvelle campagne, en Corse, cette fois, où il est à l'état-major du comte de Vaux. Il prend part à la bataille du Ponte Nuovo, qui voit la déroute des troupes de Paoli, ce qui lui vaut d'accéder au grade de colonel et de recevoir la croix de Saint-Louis, ainsi que le commandement de la Légion corse, qui deviendra ensuite Légion du Dauphiné. Alors, à partir de ce moment, il va commencer à publier une œuvre consacrée aux questions militaires. En 1773, c'est l'essai général de tactique. Hein. Et il voyage à cette occasion en Europe centrale, en Prusse notamment, où il sera reçu par Frédéric II, pour qui il éprouve la plus grande admiration. Un peu plus tard, dans les années 80, il sera reçu par Joseph II d'Autriche, mais là, l'Autriche des Habsbourg ne lui convient pas, parce qu'il n'apprécie pas la bigoterie de la société autrichienne. Pour lui, le monde des Lumières, en cette Europe centrale germanique, c'est avant tout la Prusse de Frédéric II, à laquelle il va consacrer d'ailleurs un essai tout à fait remarquable. Hein. Auteur tragique, le succès n'est pas vraiment évident. Hein. Ça sera un petit succès d'estime que remportera sa tragédie sur le connétable de Bourbon. Il est beaucoup plus actif sur le plan militaire, puisqu'en 1775, il va être conseiller du comte de Saint-Germain, chargé de réformer l'armée. Hein. Il va en être en fait le principal adjoint. Quand le ministre va se trouver disgracié, il va prendre le commandement du régiment de Neustrie, qui était dédoublé du régiment de Normandie. Hein. Il a pu constater lors de cette affaire ce qu'était la résistance des privilégiés, les blocages institutionnels qu'il faut affronter pour réformer, surtout sous un monarque faible, ce qui était le cas de Louis XVI. On sait comment Turgot finalement sera disgracié par le roi. Hein, il l'explique, il faut tout réparer, mais pour tout réparer, il faut tout bouleverser. Alors, il reste cependant pragmatique, conscient qu'il ne faut pas pour autant remettre en cause la monarchie. Alors, il va occuper
des postes essentiellement militaires par la suite, hein, les charges politiques importantes, il en est écarté. Il va commander son régiment dans diverses garnisons, à Saint-Omer, à Sedan, à Douai, également à Morlaix en Bretagne. Là, il s'agit de préparer un éventuel débarquement en Angleterre. Puis ensuite, son régiment se trouve à Quimper. Là, il espère faire partie du corps expéditionnaire de Rochambeau pour aller participer à la guerre d'Amérique. Mais rien n'y fait, il restera à Quimper et puis finalement son régiment sera déplacé à Bitche en Lorraine. Alors il se consacre à l'écriture, c'est là qu'il rédige son éloge du chancelier de l'hôpital, c'est là qu'il rédige ses observations sur la constitution politique et militaire de la Prusse, c'est là qu'il rédige son défense du système de guerre moderne. Il inspire un certain nombre de réformes et de règlements durant cette période. Il est attaché à la liberté d'expression justement pour formuler toutes les idées visant à transformer le système. Il analyse très exactement les conditions qu'il faut pour cela, en insistant sur le fait qu'il faudra le talent particulier d'un homme qui sera en mesure de prendre les choses en main pour faire du royaume, donner au royaume le maximum de sa puissance et de son influence. Auprès de son père, gouverneur des Invalides, il va remplir un certain nombre d'emplois d'inspection. On utilisait les Invalides dans diverses fonctions, les anciens combattants, gardiens de prison, on les mettait en garnison dans certains forts. Alors il va circuler un peu partout en France pour remplir cette mission, ce qui l'amènera à avoir une connaissance très complète du terrain, hein, tout en continuant bien sûr à écrire. Il va également contribuer à la création d'un conseil de la guerre dont il sera un membre, conseil de l'administration du département de la guerre. Nous sommes là en 1787, hein, conseil qui a pour vocation de perpétuer, de continuer la réforme de l'armée, qui sera à l'origine d'une cinquantaine de règlements divers, bien utiles pour transformer l'armée française de l'époque, mais ce sont toujours des réformes difficiles à mettre en œuvre parce qu'elles se heurtent à un certain nombre de routines ou d'oppositions qui vont rester, qui vont perdurer jusqu'à la Révolution. Il voudrait se lancer dans la politique au moment de la grande agitation de 1788-89, mais quand il se présente dans le bailliage de Bourges devant la noblesse pour se faire élire député aux États généraux, eh bien, il suscite une vive opposition et c'est un échec, ce qui l'amènera à rédiger une protestation contre les décisions de l'Assemblée de Berry, en montrant la contradiction qu'il y a entre ceux qui aspirent à la liberté et le monarque qui, lui, aspire à la puissance. Il va, à la suite de cela, être quelque peu désavoué, contraint à la démission du Conseil de la guerre, et le Conseil lui-même sera supprimé, et c'est un hasard, le 14 juillet 1789, ce qui est tout un programme. Il va se justifier dans un mémoire sur les opérations du Conseil de guerre, et puis ensuite dans une lettre à l'Assemblée nationale en décembre 89, il va approuver l'unification territoriale réalisée par celle-ci, mais il va dénoncer la distinction établie entre les citoyens passifs et les citoyens actifs et considère que c'est quelque chose d'anachronique qui sera balayé par la suite. Il publie son traité de la force publique qui fait l'objet de comptes rendus enthousiastes dans le journal des savants, et puis il meurt finalement le 6 mai 1790 à 47 ans, et ses derniers mots, eh bien, on me connaîtra, on me rendra justice. C'est l'histoire qui lui rendra justice, parce que tout
toute la vision dont il était porteur, c'était celle des guerres à venir, qui l'inquiétait d'ailleurs, car c'était la guerre des armées de masse, c'était des guerres qui risquaient d'être beaucoup plus meurtrières que les guerres d'Ancien Régime, et puis vision d'avenir aussi, parce qu'il avait appelé de ses voeux celui qui allait être en mesure d'organiser le pays sur le plan administratif aussi bien que sur le plan militaire, et celui-là, nous le connaissons bien, ce sera quelque temps plus tard Napoléon. Dans quelques jours, le 27 septembre, ce sera l'anniversaire de la découverte du secret des hiéroglyphes. C'est pour cela que je vais vous parler aujourd'hui de son découvreur, Jean-François Champollion. Élèves, nous avons tous appris, Champollion a découvert le secret des hiéroglyphes et pour cela, il a travaillé pendant des semaines, nuit et jour, sans dormir ni manger, à étudier des manuscrits et cela l'a rendu aveugle. Voilà la légende, mais vous allez voir qu'elle n'est pas si éloignée de la réalité. Le petit Jean-François Champollion est né le 23 décembre 1790 à Figeac, dans le Lot. Il est le dernier d'une fratrie de 7 enfants. Dès son plus jeune âge, il révèle des prédispositions exceptionnelles. Il apprend à lire à 5 ans dans le missel de sa mère, seul, en déchiffrant le texte d'une prière qu'il connaît par cœur et dont il utilise les lettres et les sons appris pour déchiffrer les autres textes. Vous voyez, il a déjà le goût de la recherche et de l'analyse. À l'école, Jean-François déteste les mathématiques et l'orthographe. Il est en revanche exceptionnellement doué pour les langues et possède une forme de génie de la classification. À 11 ans, il sait déjà le latin et le grec, puis dès 13 ans, il se met à étudier l'hébreu, l'arabe, le syriaque et le chaldéen. Figeac ne va bientôt plus suffire à ses études. Il est envoyé alors en 1801 à Grenoble pour rejoindre Jacques-Joseph, son grand frère. Ce grand frère a une grande importance pour lui. Ils ont 12 ans de différence parce que lui-même est un érudit reconnu, archéologue à ses heures, déjà passionné par l'Égypte, mais il choisira toujours de rester dans l'ombre de son petit frère. Il s'est aperçu évidemment très vite des capacités de Jean-François et il lui sera un soutien inconditionnel, en particulier pour qu'il puisse suivre des études dans les meilleures conditions. En mars 1804, Jean-François Champollion a donc 14 ans. Il est admis avec une bourse au lycée impérial de Grenoble. Il a de bons maîtres qui continuent à le nourrir intellectuellement, il a le goût des études et à côté des matières principales, il continue d'étudier les langues anciennes. Pendant cette période, en revanche, il n'aimera pas beaucoup, il aura beaucoup de mal avec la discipline militaire du lycée et il accueillera avec soulagement la fin de ses études secondaires. Dès qu'il le peut, il continue à étudier les textes anciens fournis par son frère et par un ami de son frère, le préfet Fourier, qui lui-même a participé à l'expédition d'Égypte en tant que mathématicien. Grâce à ces deux mentors, la passion de Champollion pour l'Égypte va s'ancrer en lui et il est vite persuadé que c'est lui qui doit résoudre le mystère des hiéroglyphes. Encore une fois, c'est un tout jeune homme. En 1807, il n'a que 17 ans quand il dresse une carte historique de l'Égypte qui regroupe toutes les connaissances de l'époque sur cette civilisation. C'est aussi à cette époque qu'il acquérera la conviction, après sa rencontre avec un moine grec, que le copte vient de l'égyptien ancien et que c'est l'apprentissage de cette langue qui pourra l'aider dans sa quête. Assez rapidement, ses qualités exceptionnelles arrivent aux oreilles de l'Académie des sciences et des arts de Grenoble. Il est alors convié dans la prestigieuse institution pour prononcer un discours sur ses travaux. Les académiciens sont si surpris, si enthousiasmés par sa prestation qu'ils élisent 6 mois plus tard le jeune Champollion comme membre correspondant de l'Académie. Le maire de Grenoble lui annonce la nouvelle par ces mots. « En vous nommant un de ses membres malgré votre jeunesse, l'Académie a compté sur ce que vous avez fait. Elle compte encore plus sur ce que vous pouvez faire. » Il ne croyait pas si bien dire. Pourtant, Champollion veut partir à Paris.
Il veut apprendre le copte et Grenoble ne lui en offre pas la possibilité. Grâce à son frère, et après 70 heures de diligence, nous sommes en 1807, il arrive dans la capitale. Champollion va pouvoir se livrer tout entier à sa passion pour les langues. C'est un boulimique des études et pourtant il n'a que 18 ans. Il cumule au Collège de France et à l'École des langues orientales des cours de langues orientales, persan, hébreu, syriaque, chaldéen et arabe. Parallèlement, il prend des cours de numismatique, mais surtout, il peut enfin apprendre le copte auprès d'un prêtre égyptien. Au moment de l'expédition d'Égypte, Champollion n'avait que 8 ans, en 1798. Et depuis la découverte de la fameuse pierre de Rosette par les soldats de Napoléon, plusieurs savants ont essayé de déchiffrer les hiéroglyphes, sans succès. Sur la pierre de Rosette se trouve gravé un texte en 3 écritures différentes, des hiéroglyphes, du grec, et ce qui sera déterminé plus tard comme du démotique, c'est-à-dire une écriture simplifiée utilisée par les Égyptiens un petit peu avant, quelques siècles avant Jésus-Christ. En contemplant ces 3 écritures, Champollion a toujours été persuadé que c'est lui qui parviendrait à percer le mystère de la pierre de Rosette. C'est une véritable obsession. Il reprend tout au début et écarte toutes les théories précédentes sur les hiéroglyphes. Évidemment, ses connaissances en langue orientale lui sont très utiles pour comprendre leur système linguistique. Il travaille sur une copie des textes de la pierre de Rosette, mais également sur de nombreux autres papyrus. Dès sa première étude, il parvient à déchiffrer plusieurs mots sur la pierre de Rosette. Mais il n'est pas au bout de ses peines. En 1809, il est nommé professeur adjoint d'histoire à l'université de Grenoble. Parallèlement, il découvre que les hiéroglyphes possèdent un alphabet qui peut exprimer des sons ou des syllabes, mais aussi des symboles ou des idées. Il avance pas à pas. Pourtant, c'est la politique qui va donner un coup d'arrêt aux travaux de Champollion. Rappelons-nous que les 2 frères ont grandi sous l'Empire. Jean-François a été dans un lycée impérial. L'Égypte est au cœur des passions scientifiques, tout ceci grâce à l'empereur dont les 2 frères Champollion sont de fervents partisans. Bien évidemment, après Waterloo, à la chute de l'Empire, les 2 frères ont des ennuis. Ils sont exilés à Figeac, où Champollion est privé de ses ressources scientifiques. Il est contraint d'abandonner ses tentatives pour déchiffrer les textes égyptiens, jusqu'en 1817, année à laquelle il peut se remettre au travail. En 1821, il déchiffre les premiers cartouches royaux sur la pierre de Rosette. Il a l'intuition que ces cartouches devaient faire ressortir des noms de personnages importants. Tout d'abord, il parvient à lire le nom de Ptolémée V. Plus tard, sur un texte relevé sur la base d'un obélisque, c'est le nom de Cléopâtre, puis de Ramsès qu'il arrive à lire. Il y est presque. En partant de ces noms propres, il compare les 3 écritures, la structure alphabétique du grec avec les caractères idéographiques et phonétiques des 2 textes en égyptien ancien. Il a compris en définitive, je cite ici Champollion, que les hiéroglyphes sont un système complexe, une écriture tout à la fois figurative, symbolique et phonétique, dans un même texte, une même phrase, je dirais presque un même mot. Enfin, le 14 septembre 1822, il se précipite dans le bureau de son frère en s'écriant « Je tiens mon affaire ». Quelques jours plus tard, le 27 septembre, il écrit une lettre à M. Dacier, le secrétaire perpétuel de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, dans laquelle il fait part de ses découvertes. Champollion a résolu le mystère des hiéroglyphes. Sa lettre à l'Académie est l'acte de naissance d'une nouvelle science, l'égyptologie. Les hiéroglyphes ont enfin livré leurs secrets. Tout ça grâce à son acharnement. Mais cette passion a eu raison de la santé du génie. Déjà, étudiant, il la mettait à rude épreuve, vivant chichement et se nourrissant mal. Les centaines d'heures passées à étudier les manuscrits ont usé sa vue. Il a presque totalement perdu l'usage d'un œil. Pourtant, après son exploit et la publication de son précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens, il est envoyé à Turin pour étudier la collection égyptienne qui s'y trouve. Puis, il est nommé conservateur des collections égyptiennes du musée du Louvre. L'une de ses plus grandes joies est la réalisation de son rêve de toujours, aller en Égypte. Il part en 1828 et il y séjourne pendant 2 ans, jusqu'en 1830. À son retour, il obtient la chaire d'antiquité égyptienne au Collège de France, mais n'a le temps de n'y donner que quelques cours.
Est-ce en Égypte qu'il a contracté une mauvaise infection? Est-ce la tuberculose qu'il traîne depuis ses années d'étudiant? Ou tout simplement l'épuisement? Mais il meurt le 4 mars 1832 à Paris, à l'âge de 41 ans. Jean-François Champollion aura tout donné à sa passion pour l'Égypte ancienne. Je voudrais terminer sur une anecdote un peu mystérieuse. Bien avant sa naissance, sa mère était à moitié paralysée. La médecine était impuissante à la soigner. Sur les conseils d'amis de Figeac, elle fait venir un rebouteux auprès d'elle. Ce rebouteux non seulement la guérit, mais en partant, lui annonce sentencieusement que bientôt elle attendra un enfant et que cet enfant sera un fils qui éclairera le monde. Alors nous recevons aujourd'hui Thierry Gobet qui vient de publier un ouvrage consacré à l'Allemagne, Allemagne, les véritables enjeux, sous-titré Nouvelle puissance, nouvelle responsabilité, aux éditions Éric Bonnier. Alors c'est un ouvrage qui tombe à pic puisque nous sommes en plein dans le contexte des élections législatives en Allemagne qui devraient, si l'on en croit les sondages, assurer à Madame Merkel de conserver le pouvoir, mais cela n'exclut pas que l'on se pose de nombreuses questions concernant cette Allemagne, sa place en Europe, son rôle dominant sur le plan économique au sein de l'Union européenne, un poids politique aussi qui va grandissant, alors qu'on avait souvent présenté l'Allemagne comme un géant économique, un nain politique. Alors ça justifiait tout à fait ce travail d'analyse et de réflexion sur les véritables enjeux, comme le dit le sous-titre de l'ouvrage. Thierry Gobet, vous avez réalisé un ouvrage qui est à la fois un ouvrage d'histoire, d'économie, de géopolitique, qui m'apparaît comme une excellente introduction, je dirais, à la question allemande, car malgré la proximité qui est la nôtre avec nos cousins germains, il est clair que dans le public français demeure une très grande ignorance d'un certain nombre de réalités. La première question que je voudrais vous poser pour rafraîchir un peu la mémoire de nos téléspectateurs est la suivante, c'est celle concernant le contraste entre l'Allemagne année zéro de 1945 qui est complètement ruinée, écrasée, dominée par les vainqueurs, qui va se retrouver pendant plus de 40 ans dans un état de sujétion de fait par rapport aux grandes puissance victorieuse de 1945, et puis ce qu'est devenu l'Allemagne aujourd'hui. Déjà, l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne fédérale, avait réalisé un miracle allemand présenté comme un modèle. L'Allemagne de l'Est, la République démocratique allemande, a été présentée comme le pays le plus performant des pays de l'Est, des pays communistes. Alors, que s'est-il passé? Quelle est la clé du mystère allemand qui peut expliquer cette capacité de résilience, ce redémarrage spectaculaire? Alors, vous avez les raisons premières, comme dit l'économiste Bastiat, grand économiste Bastiat, malheureusement méconnu en France, mais connu chez nos amis anglo-saxons, puisque Ronald Reagan l'a même cité dans un de ses discours. Bastiat dit en économie, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Donc là, pour l'Allemagne, c'est la même chose, toute l'histoire, il y a l'effet extérieur et il y a la profondeur. Et ce qui est le plus difficile à discerner, c'est l'état d'esprit. Ce qui est très difficile pour un historien, quand on étudie une époque passée, c'est de se remettre dans l'état d'esprit de l'époque. Bien. Donc l'Allemagne, vous avez l'effet économique mesurable, à condition qu'on veuille bien en tenir compte, ce qui est très difficile dans un pays comme le nôtre, qui est très marqué par le socialo-marxisme. L'Allemagne est un pays libéral qui a toujours combattu le marxisme depuis Bismarck. Il faut savoir que Bismarck avait réussi à obtenir l'interdiction du Parti socialiste, ce qui nous paraît incroyable. Alors socialiste, c'est pas, attention, le socialiste Fabien du Nord, le mot socialiste très important, l'importance des mots.
C'est ce que disait déjà Confucius et a repris Camus, l'importance des mots. Si on veut faire une révolution, il faut déjà changer le sens des mots ou revenir au sens des mots. Qu'est-ce que c'est que le socialisme? Pour les Français, socialisme, c'est du marxisme. Maurras disait marxisme dilué, c'est la formule c'est-à-dire étatisme, attaque de la propriété, collectivisation des biens de production. Le socialisme dans les pays fabiens, c'est-à-dire l'Allemagne ou l'Angleterre, c'est social. D'ailleurs, le socialisme à l'origine était un socialisme chrétien. Bon, je reviens. Donc la difficulté de comprendre l'Allemagne, c'est le cas de tous les pays ou toutes les époques, c'est de comprendre l'esprit. Les Allemands ont une mentalité différente de la nôtre, ça c'est très important. Et ce qui est le plus difficile, c'est de changer les mentalités. Alors chez nous, on a une mentalité qui est tout à fait opposée. Donc l'intérêt de ce livre, c'est de revenir un petit peu sur ce qui nous différencie, alors qu'à l'époque de la mondialisation, qui n'est pas seulement la mondialisation des produits, ni des transferts financiers, mais également des hommes, si vous voulez, on est très proche. Tout à l'heure, vous avez dit nos cousins, je dirais presque nos frères, puisque nous descendons des Francs. Les Francs étaient germains. Louis, c'est Chlodewig en allemand, donc c'est plus que nos cousins. En fait, ce sont nos frères. Donc nous sommes européens, nous sommes chrétiens, nous sommes de population caucasienne blanche. Donc c'est indispensable de nous entendre face au grand choc de la mondialisation, face à, comment dirais-je, je ne veux pas dire l'hostilité ni l'agressivité, on peut dire agressivité, si vous voulez, l'esprit de conquête des pays émergents. J'aime pas beaucoup cet esprit revanche, parce que ça a l'air de dire que la colonisation était négative. Et non, c'est une revanche, parce que c'est des pays faibles et ils deviennent des pays forts. La croissance en Europe, la croissance des pays émergents, je cite Bavrez, est en moyenne de 6%, alors que dans le continent européen, il y a une récession de 0,5%. C'est une espèce de revanche. Donc cette entente est indispensable. Elle avait déjà été dite, parce que rien de neuf sous le soleil, par Guillaume II. Guillaume II disait les guerres européennes sont fratricides, déjà. À l'époque, il parlait du péril chinois, c'est quand même extraordinaire, déjà, vous voyez. Alors, péril chinois, péril islamiste, tous les pays émergents, et puis toujours les États-Unis, qui peuvent être nos amis, mais pas forcément nos amis. On ne peut pas dire que l'histoire américaine, qui a repris l'histoire anglaise, puisque Paul Morand disait l'Amérique fille de l'Angleterre, donc l'Amérique s'est coulée dans les bottes, si vous voulez, dans l'Angleterre. L'Angleterre, il faut revenir à l'économie, c'est très important, parce que en politique, en France, c'est idéologie, idéologie, idéologie. La politique, c'est la puissance, c'est l'économie. Moi, j'ai la chance d'être historien de formation et économiste, ce qui permet d'avoir un éclairage très important. Oui, voilà, un éclairage complet. Donc, la puissance je veux dire, l'Allemagne, par exemple, est devenue... l'Angleterre était la plus grande puissance du monde jusqu'en 1890. 1890, c'est les États-Unis. Et en 1913, l'Allemagne devient la deuxième puissance du monde. Donc on a tendance, juste un mot, on a tendance à dire aujourd'hui, vous voyez comme c'est incomplet, Schröder, l'Allemagne est puissante depuis Schröder a sauvé l'Allemagne. C'est faux, vous avez dit vous-même, vous l'avez dit avant moi, dans les années 70, on parlait du miracle allemand, Schröder n'existait pas encore. Bon, en 1913, l'Allemagne devient la deuxième puissance du monde, ce qui est une des raisons de la guerre. C'est une raison de la guerre, puisque l'Allemagne prenait tous les marchés de l'Angleterre, et en 1938, l'Allemagne, l'Asie, devient deuxième puissance économique industrielle du monde. Donc vous voyez, un an avant la guerre. Alors un fait qui est très très important, que j'explique bien dans ce livre, c'est que l'Allemagne, à travers les deux guerres mondiales, on a une lutte des deux plus grandes puissances, c'est-à-dire les États-Unis et l'Allemagne. La Première Guerre mondiale se fait sans les États-Unis, elle se termine avec les États-Unis, elle se fait sans les États-Unis, mais l'Angleterre, qui était déjà très proche, un peu des missiles dominici, un peu des Américains déjà en Europe, et la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, pour moi, j'explique, et pourquoi les Américains sont à l'origine. Pour moi, c'est très grave comme accusation, mais je donne des faits de la Deuxième Guerre mondiale. Donc en 1913, l'Allemagne est la deuxième puissance du monde. Oui, les États-Unis et l'Allemagne sont à l'origine de la deuxième révolution industrielle. Ça, c'est fondamental. Deuxième révolution industrielle, 1870. Première révolution industrielle, l'Angleterre, qui devient la première puissance du monde. 1870, deuxième révolution industrielle. États-Unis
et Allemagne, on ne le dit jamais. Et on va retrouver dans les deux guerres mondiales, en fond, si vous voulez, Cocteau disait une vue d'avion, par rapport à les événements au jour le jour, si vous voulez, que la presse ou que les choses nous cachent, les grandes raisons historiques, vous êtes historien, vous le comprenez très bien, toutes ces grandes raisons, tous ces mouvements qui dépassent, si vous voulez, chaque homme du moment, et on a finalement dans les deux guerres mondiales une lutte entre les deux premières puissances industrielle et économique du monde, c'est-à-dire l'Allemagne et les États-Unis. Donc vous voyez, avant Schröder, l'Allemagne était déjà puissante. Dans les années 70, le miracle allemand, l'Allemagne devient la troisième puissance du monde et les Japonais, deuxième puissance du monde. C'est-à-dire que les deux puissances vaincues deviennent des très grandes puissances. Alors l'Allemagne, elle a connu... Il faut ajouter, comme je le disais tout à l'heure, les performances significatives de l'Allemagne de l'Est, qui, par rapport aux autres démocraties populaires de tous les pays communistes, c'était celui qui fonctionnait le mieux. Alors il y avait un héritage évidemment antérieur, industriel, qui était important, mais c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger, que les communistes présentaient souvent la RDA d'ailleurs comme une vitrine, comme un modèle. Mais quand, alors justement, je vais venir un petit peu à l'Allemagne de l'Est, les trois grands chocs de l'Allemagne après-guerre ont été le choc pétrolier, 74-78, ça c'est toute l'Europe. Ils ont beaucoup mieux résisté que tous les autres pays européens, y compris et que les États-Unis, avec le Japon. Donc vous parliez... vous l'avez dit avant moi, ce que je voulais dire, la capacité de résilience au choc extérieur, à partir du moment où il y a une excellente organisation, donc ça remonte, je ne dirais pas que c'est dans les gènes des Allemands, mais ça a été un peu dit, si vous voulez. La capacité de résilience, alors les trois chocs, choc pétrolier 74-78, les Allemands ont mieux résisté que les Américains, alors que les Américains n'importent que 50% de leur pétrole. Ensuite, vous avez eu le choc de 2008, le choc de 2008. Quelques années après, les Allemands avaient seulement 3% de déficit, extraordinaire, et le rachat de l'Allemagne de l'Est. Si l'Allemagne de l'Est était le pays le plus puissant, quand Kohl a refinancé et a racheté, vous vous rappelez, les Ostmark, il a emprunté, ça a coûté beaucoup à l'Allemagne. Donc il y a eu quelques années difficiles. Et avec la mondialisation, alors le choc de la mondialisation, c'est vraiment, et c'est là que Schröder a encore baissé les impôts. C'est-à-dire que, alors que le chancelier Schröder baissait les impôts, que Cameron par la suite baissait les impôts, l'ancien président de la République, lui, montait l'impôt de société, ce qui est absolument démentiel. Et on doit remarquer aujourd'hui, parce qu'une note positive, c'est tellement rare dans notre pays, on a un ministre de l'économie qui est bilingue, qui parle allemand. Renaud Le Maire, oui. Voilà, qui est très proche. Très germanophile. Voilà, qui est très proche du ministre de l'économie allemand et qui est en train de prendre des mesures excellentes, qui étaient déjà demandées dans mon dernier livre. Ce qui montre que même si on n'est pas fort médiatisé, les idées quand même, je n'étais pas le seul. Votre dernier livre qui lui était consacré au malaise français. Voilà, France et véritables enjeux. Je parle beaucoup de l'Allemagne d'ailleurs, je parle beaucoup de l'Allemagne, de rapprochement avec l'Allemagne, et le livre a beaucoup plu d'ailleurs à l'ancien ambassadeur d'Allemagne, puisque non seulement il m'a invité, mais il m'a dit qu'il l'avait lu, ce qui est quand même assez étonnant. C'est-à-dire que vous avez des Français qui ne lisent pas leur propre livre, mais un ambassadeur d'Allemagne, ce qui montre la force de ces gens-là qui sont très travailleurs, très organisés. Et puis il y a eu aussi, vous évoquiez la figure de Bismarck tout à l'heure, je crois très tôt, un souci, une volonté d'intégration sociale, ce qui fait que les relations sociales en Allemagne, si l'on accepte la séquence de la révolution spartakiste par exemple, ont été en fait beaucoup plus apaisées qu'en France, et ça a eu des résultats aussi pour l'économie. La mentalité de lutte des classes en Allemagne a quand même été très différente de ce qu'elle a pu être en France tout au long du siècle dernier. Alors elle a été complètement à l'opposé, puisque en 1914, l'Allemagne était le seul pays qui possédait toutes les législations, une législation sociale pratiquement complète. L'Angleterre d'ailleurs, alors que la France de gauche n'en possédait pas. Bismarck avait fait deux choses. D'abord une formation, c'est très important. On sait qu'aujourd'hui en France, par exemple, vous avez plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui sortent sans aucune formation.
Voilà, donc déjà la formation, les Allemands vont marquer d'ailleurs, il suffit de voir comment les gens font, mais on a chez nous une espèce d'égocentrisme, d'orgueil. On a eu De Gaulle, les Américains l'ont pas eu, on a eu Louis XIV, Napoléon, etc. On oublie que Napoléon quand même, ça a très mal fini, Louis XIV aussi, puisque le pays était endetté, la France était endettée jusqu'à la Révolution. Donc on voit les belles choses, vous voyez, Versailles, mais Versailles n'est pas tout. Il faut prendre des leçons des autres, c'est ce que font les entraîneurs sportifs, quand on a une défaite, on regarde comment font les autres. Bon, en Allemagne, c'est pas loin, c'est juste à côté. Et en plus, ils acceptent de nous dire. Donc ce livre, un petit peu, montre, bon, c'est pas seulement l'économie, mais pourquoi les Allemands réussissent. Ce qui est très intéressant, c'est que par rapport aux Américains, les Américains, ils ont des matières premières, ils ont un très grand pays, ils sont les maîtres du monde, et on fait du papier. Quand ça va pas, on fait du papier. Bon, les Allemands n'ont aucun avantage sur nous. Ils n'ont aucun avantage sur nous. Ils ont même un désavantage, c'est qu'ils ont eu à financer l'Allemagne de l'Est. Ouais. Constitution européenne, mondialisation, euro. Ils sont exactement dans la même situation que nous. Eux réussissent, nous on ne réussit pas. La dette les derniers chiffres, là on vient de me donner un dernier chiffre, la dette allemande serait à 65% du PIB. Elle baisse d'année en année. Chez nous elle monte d'année en année, on approche les 100%. La dette américaine est à plus de 100%. Donc vous imaginez la jalousie et la haine, il faut le dire, la jalousie, eux réussissent pas nous. Alors au lieu de détester et dire oui mais en Allemagne il y a des gens pauvres, il y a des gens qui sont payés 4 € de l'heure, etc. Bon, nos gens au RSA ils sont payés aussi 4 € de l'heure. Hein. Bon, c'est-à-dire au lieu de voir ce qui va pas ou ce qui va pas encore bien, on critique, on dénigre. Mais il faut avancer. Pour avancer, il faut prendre des leçons. Et vous pensez qu'il y a toujours, vis-à-vis de l'Allemagne, en France, cette méfiance, ce vieux fond de germanophobie qui s'expliquait parce qu'on a eu 3 guerres majeures qu'on a quelquefois provoquées avec les Allemands. Bien sûr, les responsabilités étaient partagées. En 1870, c'est clairement la France qui a déclaré la guerre. Et 1939 aussi. Et oui, dans des conditions un petit peu différentes. C'était après l'attaque contre la Pologne, etc. Mais vous pensez que cet antagonisme historique, multigénérationnel, il s'est quand même sérieusement atténué depuis le traité franco-allemand de 1963, le rapprochement initié par le général de Gaulle et Konrad Adenauer? Oui, je ne pense pas que ce soit tellement ça. Bon, ça peut jouer, mais ça, si vous voulez, c'est Maurras, je recite Maurras, ça fait 2 fois, mais on l'oublie beaucoup, Maurras. Maurras disait la France légale et la France réelle. Oui. Hein, bon. Alors, il y a la petite surface en haut, et puis il y a ce que pense ou ce que ressent plutôt la population. Alors maintenant, avec Internet, on est au courant de beaucoup plus de choses, si vous voulez. Donc on peut aller à l'écart de l'information officielle. Vous avez, en France, je l'explique bien dans le livre, d'ailleurs je donne des sondages, il y a 700 notes hein, dans l'ouvrage, d'ailleurs c'est donc pas Thierry Gobet, je dis que, c'est très fourni, c'est ce qui est assez intéressant. C'était aussi comme ça que je travaille aussi, dans un petit peu une démarche un peu scientifique et très, très pragmatique. Et il y a un écart entre la population et les fausses élites. C'est-à-dire les fausses élites, ceux qui nous dirigent. J'ai fait une exception avec le nouveau ministre. Il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Autoproclamées. Voilà. Non, mais avant la nouvelle élection, bon, le président actuel avait dit dans sa campagne des choses odieuses, mais là, je trouve qu'il est en train de se racheter. Donc, on va parler du passé. Bon, il y a dans l'élite, enfin officielle, pour moi, c'est pas des élites, des pseudo-élites, hein, les pseudo-élites, un dénigrement de l'Allemagne effrayant qu'on lit d'ailleurs dans la presse. Bon. Par contre, dans le peuple, il y a, on l'a beaucoup dans les témoignages, beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire qu'on nous dit les Allemands c'est affreux, c'est horrible, mais enfin, nos entreprises sont vendues à l'étranger, sont rachetées, pas les leurs. Donc les gens le sentent bien. Le chômage en Allemagne officiel, c'est autour de 5%, chez nous c'est 10%, c'est quand même du simple au double. Un chiffre fondamental, parce qu'il faut toujours aller de l'avant, il faut penser à la jeunesse, le chômage chez les moins de 25 ans est 3,5 fois plus important chez les jeunes en France qu'en Allemagne. Voyez, donc on peut raconter tout ce qu'on veut, que l'Allemagne c'est horrible, qu'il y a des pauvres, mais il n'empêche que la dette diminue, ils gardent leurs grandes entreprises, et c'est un miracle. Ce qu'ils font est absolument extraordinaire. Donc à travers Internet, tout passe. Si vous voulez, tout passe. Donc dans le peuple, on sent cette curiosité, cette sympathie. D'ailleurs, je cite des chiffres, il y a des sondages qui ont été faits, et il y a un sondage qui dit que la majorité de Français qu'on devrait s'inspirer des mesures en Allemagne.
Des mesures reprises en Allemagne, notamment à l'époque Schröder. Alors tous les films sur la Dernière Guerre mondiale, bon, c'est trop, si vous voulez. Trop, c'est trop. Il y a un effet de saturation. Il y a un effet de saturation, tout à fait. Les choses commencent à dater, évidemment. Voilà, et puis les 100 millions de morts du communisme, bon, voilà. Il y a eu un traitement différent dans ces deux cas. Tout à fait. Hypermnésie des crimes commis par le nazisme, amnésie concernant le communisme. Évidemment, il n'y a pas eu l'équivalent du procès de Nuremberg du communisme. La grande différence, c'est que les Allemands ont été vaincus. En 1945, ce sont les vainqueurs qui ont décidé de la justice qu'il convenait de mettre en œuvre, alors que l'Union soviétique, elle, faisait partie du camp des vainqueurs. Et elle s'est débarrassée du communisme sans passer par, évidemment, une séquence de conflits majeurs qui auraient entraîné sans doute des conséquences analogues. Un mot sur les vainqueurs. Au traité de Nuremberg, il faut que les jeunes qui nous écoutent le sachent, au procès de... Oui, pardon. Je dis traité parce que finalement, on s'est appuyé sur... Effectivement. Au procès de Nuremberg, le massacre de Katyn a été mis sur le compte des Allemands, alors que le juge, le russe, était au courant. Et justement, Brasillac avait assisté, était allé voir les fosses, avait écrit un article dont je suis parti, et c'est pour ça qu'il a été quasiment assassiné, si vous voulez, à la Libération. Épuration, il faut toujours dire Libération, épuration. Et les Américains savaient très bien. Et d'ailleurs, il y a une protestation du chef de la Pologne libre à Londres. Oui. Et dans les 3 mois, il est mort d'un accident d'avion dans la RAF. Et le pilote c'était d'avion. Voilà, fallait surtout pas le savoir. Les Américains savaient très bien. S'est abattu au-dessus de Gibraltar. Voilà. Je parle avec un historien. Voilà. Donc, Et alors, l'un des exploits, en quelque sorte, réalisés par l'Allemagne, ça a été cette réunification réussie. Parce que c'était pas du tout évident, vu le décalage entre les deux parties de l'Allemagne, séparées depuis plus de 40 ans. On sait par exemple aujourd'hui que les Coréens du Sud, ils n'ont pas franchement envie d'une réunification, qu'il leur ferait récupérer une Corée du Nord, qu'il faudrait traiter en quelque sorte comme la RFA a dû traiter la RDA. Et alors qu'est-ce qui a permis ce succès? C'était un défi quand même considérable. Les Allemands sont très patriotes. C'est une de leurs forces. Solzhenitsyn a dit seuls les patriotes peuvent, j'ai la citation mais j'ai pas le temps de la regarder, la citation exacte, on va essayer de rapporter l'esprit, il dit seuls les gens animés de patriotisme peuvent sauver leur pays, faire beaucoup leur pays. Alors il y a encore un sentiment patriote, même si tout ce qu'on montre sur la Dernière Guerre mondiale, le nazisme, etc. est fait pour justement casser un peu l'esprit patriote et donc fier, et normalement fier si vous voulez des Allemands. Il y a toujours cet esprit, et par exemple la Cour constitutionnelle de Karlsruhe dénonce continuellement l'autorité, si vous voulez, de la législation européenne par rapport à la législation allemande. Et le ministre de l'économie, l'ancien ministre de l'économie, enfin non, l'actuel, il est toujours ministre, défend que l'Europe et droit de regard dirige les budgets des États nationaux. Donc il y a encore un sentiment national très fort. Pour moi, il ne l'est pas assez encore. C'est un peu ce que je reproche à l'Allemagne. Alors il y a quand même deux problèmes sur ce fond de bonne santé générale. Il y a quand même 2 problèmes majeurs concernant l'Allemagne d'aujourd'hui, et ce n'est pas une affaire nouvelle, ça remonte à plusieurs générations maintenant. C'est la situation démographique d'une part, et c'est la politique initiée par Angela Merkel quand elle a décidé d'accueillir à bras ouverts un certain nombre de migrants extra-européens avec les conséquences que l'on sait. Oui, mais là je ne vais rien rajouter de plus parce que la politique démographique, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, M. Poutine a réussi un exemple, parce qu'il y a encore un exemple à prendre, la Russie. Il a aidé beaucoup les familles, il a donné des primes au 2e enfant, etc. Alors, le problème de l'Allemagne, c'est que l'Allemagne est très complexée par le passé Troisième Reich. Alors, la politique du Troisième Reich, c'était... Une politique nataliste. Une politique nataliste. Donc, si les Allemands se mettent à une politique nataliste, on va pousser des crises, si vous voulez, les verts, les rouges, tout ce que vous voulez, etc. Donc, ils sont très complexés. On ne peut pas avancer si on est complexé. Et il faut rappeler qu'à la veille de la réunification, c'est en Allemagne de l'Est qu'on avait mis en œuvre une politique de renouveau de la natalité qui commençait à porter ses fruits.
Et ce redémarrage a été en quelque sorte stoppé par la réunification et par, il faut bien le dire, l'idéologie générale qui prévaut actuellement en Allemagne à ce sujet-là. L'idéologie qui prévaut, c'est-à-dire rien n'est fait pour favoriser les familles. Non, rien n'est fait. Mais c'est le problème de l'Occident, puisque oui, mais c'est le problème de tous les pays occidentaux riches. Une dénatalité de tous les pays occidentaux. On dit que la France est à l'équilibre, elle n'est pas du tout à l'équilibre. L'équilibre, c'est 2,1. Oui, la France est à 2,01 avec les immigrés. C'est ça. Bon, mais le caucasien européen traditionnel, le français, ne reconcilie pas sa population. Les États-Unis, c'est exactement pareil. Ouais. Les États-Unis, avec la population hispanique. La population hispanique, c'est un petit peu différent. La population hispanique, elle est quand même occidentale chrétienne. Oui, puis elle fait c'est pas un mépris pour les autres. Oui. Mais moi, je suis pour les différences. Il faut reconnaître les différences d'abord, parce que c'est ce qui fait la richesse d'un pays. C'est ce qui fait la richesse du monde. On aime bien les danses folkloriques, les habits folkloriques. Moi, Dieu a fait des races différentes, il a fait des animaux différents, il a fait des gants différents. Donc cette variété, c'est la richesse du monde, c'est la richesse de l'humanité. Alors on vit une espèce d'idéologie, on est tous, etc. Non, il y a des différences, conservons nos différences. Bon. Mais à partir du moment où on accueille des gens dans un pays, il doit y avoir une unité civilisationnelle, et cette unité civilisationnelle, elle est possible avec des gens de civilisation proche. C'est le cas des Allemands, c'est le cas des Hispaniques. Vous savez très bien qu'avec les Arabes, qu'il y a une espèce de revanche à prendre. Bon, il y a des gens qui s'assimilent très bien, on l'a vu pendant la guerre d'Algérie, les Harkis, les gens qui sont morts en 14, en 40, il ne faut pas les oublier, tous ces gens-là qui étaient fiers d'être français. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ouais. Mais en tout cas, l'Allemagne de la chancelière Merkel, malgré les décisions qu'elle a prises en matière d'immigration et d'ouverture, apparemment, on va renouveler, le public va renouveler sa confiance à la chancelière sortante, malgré la crise migratoire de 2015. Oui, c'est très décevant. Les Allemands n'ont pas eu, comme les Américains, un sursaut contre le système. L'élection de Donald Trump était un miracle. Un miracle, puisque c'est l'Amérique qui donne le ton. Plus de 95% des journaux étaient pour Hillary Clinton. Donc tout le système, ça a été exemplaire. Une révolution. On ne se rend pas compte de l'importance qu'a été cette révolution. Alors, je rappelle qu'Angela Merkel, bien qu'ayant eu des problèmes avec les États-Unis d'Obama, puisque les Américains ont posé des problèmes pour rendre l'or détenu à la Fed, je me donne un petit peu les détails dans le livre, c'est quand même très emblématique. Monsieur Obama, après, qui était vraiment l'anti-Trump, ou Trump et l'anti-Obama, Obama s'est rapproché de la chancelière, vous devez être maître de l'Europe et défendre l'Europe. Donc on a quand même une Allemagne, mais les Allemands ont perdu ce sens nationaliste, patriotique, parce qu'on attaque, on les attaque même dans leur inconscient. Le premier souci des Allemands aujourd'hui, j'ai lu un sondage, le premier souci des Allemands aujourd'hui, pour moi ce serait l'immigration arabe. Le premier souci, c'est les retraites, 49%. Évidemment. Étant donné leur pyramide des âges, on comprend. Merci beaucoup. Mais c'est pas suffisant. Merci beaucoup de toutes ces analyses, de toutes ces réflexions qui nous apportent un éclairage original sur cette Allemagne qui pèse si lourd aujourd'hui en Europe. Mais bon, dont l'avenir reste incertain, notamment à cause du déficit démographique que nous avons évoqué. Merci beaucoup. Merci.